Bonsoir, bonsoir à tous. Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche, votre grand rendez-vous d'actualité et de débat. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h au sommaire ce soir. Donc, ce nouveau débat dans le cadre des européennes que nous vous proposons ce soir. La tête de liste socialiste Place Publique, Raphaël Glucksmann, sera dans quelques instants face au candidat Les Républicains François-Xavier Bellamy. Ces deux candidats vont-ils réussir à raviver le clivage gauche-droite? Nous leur poserons la question. Dans un instant, nous reviendrons aussi, bien évidemment, sur l'attaque de l'Iran sur l'État d'Israël. Ce sera dans un tout petit instant. Et puis, après 19 h, comme chaque dimanche, vous retrouverez le duel du dimanche ce soir face à face. Ce sera Laurent Geoffrin, patron de presse, éditorialiste, face au maire de Béziers. Robert Ménard, c'est pas tous les jours dimanche. Voilà le sommaire. Et tout de suite donc, le débat des européennes. Bonsoir François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pardon encore une fois pour cet aléa technique. Bonsoir Raphaël Glucksmann. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de débattre ensemble ce soir. Débat que nous vous proposons sur BFM TV tout au long de cette campagne des européennes. 1 heure pour confronter vos visions de l'Europe, aborder les grands sujets d'actualité. La première partie de ce débat sera consacrée à l'Europe face à la guerre. Bien sûr, la situation en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient et évidemment l'attaque iranienne d'hier soir. Ensuite, ce sera l'Europe face aux crises migratoires, crise écologique et du pouvoir d'achat. Voilà le programme. J'ajoute, comme vous le voyez à l'écran en ce moment, que vos temps de parole seront décomptés. Et c'est vous, François-Xavier Bellamy, qui avez remporté le tirage au sort. Vous aurez donc la parole en premier. Et c'est donc vous, Raphaël Glucksmann, qui conclurez. Avant de commencer et d'aborder ces sujets de fond, une question pour l'un et l'autre. Je le disais tout à l'heure, en 2017, l'élection d'Emmanuel Macron a abouti à l'éclatement de vos familles politiques respectives. La gauche social-démocrate pour vous, Raphaël Glucksmann. Les Républicains pour vous, François-Xavier Bellamy. Vous n'avez eu de cesse depuis d'essayer de raviver ce fameux clivage gauche-droite avec des succès divers. C'est un euphémisme. Dernier sondage, Ipsos pour le Parisien et Radio France. Vous, François-Xavier Bellamy, vous êtes à 6,5%. Vous, Raphaël Glucksmann, vous faites le double, 13%. Vous êtes à 3 points de la candidate macroniste Valérie Ayé. François-Xavier Bellamy, ça vous rend jaloux le score de Raphaël Glucksmann dans les sondages ? Non, d'abord, je crois qu'on est au début de cette campagne et je ne doute pas que les Français, quand ils vont s'intéresser à la campagne de l'élection européenne, vont mesurer la réalité des enjeux. Et je voudrais dire une chose qui pourrait paraître paradoxale. On va avoir l'occasion de partager ce soir tous les désaccords qui m'opposent à Raphaël Glucksmann, que nous avons déjà eu l'occasion de dire et d'exprimer au cours des dernières années par nos votes, par les batailles que nous avons menées. Et pourtant, je voudrais dire que je crois que c'est une bonne nouvelle qu'une gauche raisonnable, sérieuse, se reconstruise. Je le dis parce que pour ma part, je n'ai jamais cru au en même temps. Et je pense que c'est au fond une intuition que nous partageons. Nous ne croyons pas qu'on puisse tromper les Français avec l'idée de la fin des clivages. La politique, c'est des choix. La démocratie, c'est des options, c'est des engagements. Et ces engagements, il faut les assumer devant les citoyens. Et il me semble que le « en même temps » a été la tromperie qui a créé la plus grande crispation, la plus grande tension dans le pays, la brutalisation de notre vie démocratique, parce que en réalité, il dissimulait toutes les incohérences d'un pouvoir qui a conduit la France dans le mur sans rien assumer des positions qu'il prenait. Et donc, j'ai beaucoup de désaccords avec Raphaël Glucksmann, mais nous avons un point d'accord, c'est que nous sommes d'accord pour être en désaccord. Et je pense que la vie démocratique française a besoin de retrouver l'expérience d'un désaccord clair, de lignes politiques qui s'assument. Il y a dans ce pays une droite et une gauche qui s'assument et qui pourtant peuvent se respecter, qui doivent se respecter et qui peuvent se parler. J'espère qu'on le vivra ensemble ce soir. Raphaël Glucksmann, vous êtes d'accord avec ça? C'est le retour du vieux monde ce soir? C'est pas le retour du vieux monde, c'est une élection européenne d'abord. Et à l'échelle européenne, au Parlement européen, les groupes de messieurs Bardella, de madame Ayé, de monsieur Macron, sont des groupes subalternes en réalité. Le vrai clivage à l'échelle européenne, c'est un clivage gauche-droite. Le vrai enjeu de cette élection, c'est d'abord de savoir qui, de la droite européenne, du Parti populaire européen ou de la gauche social-démocrate européenne, va l'emporter. Et donc va mener les politiques à l'échelle européenne pour les 5 prochaines années. Et moi, je veux que la gauche social-démocrate remporte ces élections. Moi, je veux qu'il y ait un président de la Commission européenne qui soit monsieur Nicolas Schmit, commissaire européen, qui a porté la directive sur les travailleurs des plateformes, c'est-à-dire les forçats de Uber ou de Deliveroo, qui a porté le salaire minimum européen, qui a porté le pacte vert européen. Et nous avons des désaccords
fondamentaux qui doivent être tranchés par les électeurs et les électrices européens pendant ces élections. Et donc la tentation permanente de kidnapper l'élection en installant le sempiternel match Macron-Le Pen doit être mis en échec. Et les gens doivent savoir pourquoi ils votent. Je veux dire, voter pour la droite européenne, c'est voter en grande partie pour arrêter le Green Deal. Voter pour nous, c'est voter pour aller plus loin dans la transformation écologique. Et on va le voir. Mais ces choix-là, c'est ceux qui sont dominants à l'échelle européenne. Donc, soit vous qualifiez l'ensemble de l'Europe de vieux monde, parce que l'ensemble de l'Europe est dominé, est structuré par un clivage gauche-droite. Il y avait une part de provocation, évidemment, dans ce qualificatif. Une toute dernière question avant de rentrer dans le fond des sujets et de parler de l'Europe face à la guerre. Vos adversaires, Raphaël Glucksmann, relaient notamment sur les réseaux sociaux des déclarations que vous avez pu avoir il y a longtemps, en 2007, qu'ils assimilent à un soutien à Nicolas Sarkozy. Est-ce que ce soir, vous avez voté pour la même personne à la présidentielle de 2007 ? Écoutez, moi, j'ai décidé de manière hyper claire de balayer tous ces trucs. Je n'étais pas politique, je n'étais pas engagé en politique et je sais que pour m'atteindre, on me ressort des déclarations, mais il y a ça, il y en a d'autres sur les retraites que j'aurais déclarées à l'époque. Enfin, je veux dire, on essaye de chercher tout ce que j'ai fait quand j'avais 20 ans. Je vous le dis de manière très claire, j'ai un mandat derrière moi, je suis engagé fermement pour la justice sociale et passons au vrai débat politique. Première thématique donc, l'Europe face à la guerre, en Ukraine bien sûr, mais je voudrais pour commencer qu'on aborde la situation au Proche-Orient. Hier soir, l'Iran a lancé une attaque inédite contre l'État d'Israël. Plus de 300 missiles et drones, 99% ont été interceptés, a dit l'armée israélienne. François-Xavier Bellamy, est-ce qu'il faut craindre un embrasement de la région après cette attaque inédite ? Bien sûr, la menace est réelle. Et je crois que le plus important, c'est bien sûr de travailler aujourd'hui à une désescalade, mais tout en gardant à l'esprit la certitude que l'Iran fait partie de ces pays qui, aujourd'hui, cherchent à détruire l'ordre international, la paix du monde, et en particulier la sécurité de l'État d'Israël. Le régime iranien s'est donné pour objectif la destruction d'Israël. Et quelle que soit la désescalade que nous pouvons espérer pour les jours qui viennent, il faut garder la certitude que s'il en avait la possibilité, l'Iran détruirait Israël. Et c'est là, première ligne de fracture certainement qui nous oppose, parce que je sais, Raphaël Glucksmann, que vous ne faites pas partie de cette extrême gauche. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut qu'une gauche sérieuse et raisonnable se reconstruise. Vous ne faites pas partie de cette extrême gauche qui, hier encore, aujourd'hui encore, cherche des excuses au régime iranien pour avoir attaqué Israël. Mais je voudrais dire à quel point je suis, à la lumière de ce qui s'est passé cette nuit, à quel point je suis révolté de la déclaration du Parti socialiste le 6 avril dernier, qui appelait le gouvernement français à exécuter, c'était sa demande principale, en urgence, un embargo immédiat sur les armes et les munitions en provenance de la France vers Israël. Parce que désarmer Israël aujourd'hui, pactiser avec ce schéma qui voudrait prendre fait et cause pour les ennemis d'Israël, c'est condamner Israël à la disparition. Si Israël n'a plus les moyens de se défendre, et on l'a très bien vu cette nuit, si Israël n'a plus les moyens d'assurer sa sécurité, alors Israël disparaîtra immédiatement, parce que c'est l'existence même de l'État d'Israël. Et tout ce qu'elle veut dire pour le peuple israélien, et pour finalement l'histoire même de l'Europe, parce que l'existence d'Israël, et c'est ce que disent d'ailleurs les sociodémocrates allemands, vos propres alliés, l'existence même d'Israël fait partie d'une responsabilité historique de l'Europe au regard de notre histoire. Et donc, je voudrais dire à quel point j'ai été révolté le 6 avril, mais une semaine plus tard, comment ne pas voir que ce communiqué de presse était plus qu'une faute? C'était un crime au regard de notre histoire, de notre devoir et de la responsabilité qui devrait être la nôtre dans un moment comme celui que nous traversons ensemble. Raphaël Glucksmann. Alors, déjà, il faut dire que nous condamnons sans appel et avec la plus grande fermeté les attaques du régime iranien. Ce régime, c'est un facteur de déstabilisation de l'ensemble de la région. Les drones qui ont attaqué Israël cette nuit, c'est aussi d'ailleurs les drones qui attaquent les villes ukrainiennes et qui attaquent les infrastructures civiles ukrainiennes. Moi, je n'ai jamais bégayé pour condamner le terrorisme du Hamas. Moi, je n'ai jamais bégayé pour défendre le droit d'Israël à la sécurité. Mais je n'ai jamais non plus bégayé sur le carnage qui a lieu en ce moment à Gaza. Et le communiqué auquel vous faites référence, c'est un communiqué qui dit
qu'il ne faut pas livrer de munitions ou d'armes qui pourraient être utilisées pour commettre des crimes de guerre à Gaza. Non. Et donc, c'est un communiqué qui parle d'un embargo total sur les armes et les munitions. Alors, et donc, messieurs, parce que selon la charte dont la France est signataire, juste si je puis me sur les permettre, exportations d'armes, puisqu'on a le titre du communiqué de presse du 6 avril, le Parti socialiste réitère sa demande d'un embargo sur les armes et munitions à Israël. 6 avril 2024, c'est la formule exacte qui est employée dans le contenu. Bon. Vous me parlez à moi, vous êtes candidat du Parti socialiste. Je vous réponds. Dans le contenu, il est dit que nous ne devons pas livrer d'armes qui peuvent être utilisées contre les civils palestiniens en ce moment à Rafah. Et je vais vous dire une chose. On peut être fermement attaché à aider Israël à se défendre contre les attaques iraniennes et les missiles iraniens. Il semble que la France a participé à l'interception de certains missiles et de certains drones. Et c'est parfaitement légitime. Et dans le même temps, refuser foncièrement d'être associé aux crimes qui sont commis à Gaza. Moi, je suis viscéralement attaché à la survie de l'État d'Israël. Mais je suis aussi viscéralement attaché à la protection des droits humains des civils palestiniens. Faire plus pression. Je suis l'homme, quand même, au Parlement européen, qui a le plus poussé, sans doute, au sein de notre groupe, pour que, après le 7 octobre, on s'occupe aussi des sponsors des terroristes, des sponsors du Hamas, c'est-à-dire, en premier lieu, les gardiens de la révolution, dont nous réclamons l'inscription sur la liste des organisations terroristes. Et en plus, s'occuper aussi du Qatar, dont personne ne parle, mais les revendications des attentats terroristes, les discours des dirigeants du Hamas ont lieu au Qatar. Et donc, on peut tout à fait condamner dans la fermeté la plus absolue le terrorisme et dans le même temps refuser ce qui est en train de se passer à Gaza, refuser la famine organisée, refuser l'offensive et les milliers de morts civils. Et donc, refuser d'être associé à cela. Et sur la question de l'offensive iranienne. Peut-être quand même, je crois que c'est un sujet sur lequel on n'a pas le droit en même temps, précisément. On a le devoir, bien sûr, de rappeler la nécessité du respect du droit international. Et on l'a fait ensemble au Parlement européen. Israël a le devoir de se défendre en respectant le droit international. Mais Israël est en train de se défendre. Et on n'a pas le droit d'oublier qu'Israël est attaqué. Et pas seulement, le gouvernement respecte le droit international à Gaza en ce moment, rappelons ensemble la nécessité de ce respect. Mais si nous avons dit ensemble l'urgence d'un cessez-le-feu, le moindre que l'on puisse faire, c'est de rappeler simultanément que ce cessez-le-feu, il aurait pu intervenir 50 fois depuis le 7 octobre. Il suffirait pour cela que le Hamas dépose les armes et qu'il rende les otages qu'il garde encore aujourd'hui. Les civils israéliens. Est-ce que Israël aujourd'hui respecte le droit international? Mais moi, je refuse le relativisme qui consisterait à renvoyer dos à dos. Dos à dos le gouvernement israélien, quel que soit. C'est juger les faits, Monsieur Bellamy. Mais les faits, justement. Les faits, c'est la réalité du 7 octobre. Non. Les faits, c'est que si vous... je termine juste. C'est que si vous décidez de refuser à Israël les armes et les munitions pour se défendre, alors Israël disparaît. C'est ce que vous avez demandé il y a une semaine, Monsieur Glucksmann. Il y a une semaine. C'était sur les armes qui servaient à l'offensive. Il y avait des armes françaises qui étaient suspectées de servir à l'offensive sur Gaza. Or, nous ne pouvons pas, selon la charte sur les livraisons d'armes, sur le commerce d'armes, nous ne pouvons pas livrer des armes qui peuvent être associées à des crimes de guerre. Or, Monsieur Bellamy, sur Gaza, les faits... Il y a d'abord une attaque du Hamas le 7 octobre. Mais il n'y a pas d'offensive sur Gaza, bien sûr. Israël se défend de l'attaque qu'Israël a subie. Monsieur Bellamy, arrêtez. C'est une polémique vaine. J'ai condamné dans les termes les plus fermes l'attaque terroriste de l'organisation terroriste du Hamas. Mais c'est la moindre des choses. Mais tirons-en les conséquences alors. Ne cédons pas en même temps. Est-ce que vous pouvez laisser parler votre interlocuteur? Alors, Raphaël Glucksmann, et je suis désolé, je ne vous ai pas interrompu, donc ne m'interrompez pas. Mais lutter contre le terrorisme, ce n'est pas faire un blocus pour empêcher les vivres de rentrer dans la bande de Gaza. Lutter contre le terrorisme, ce n'est pas raser un territoire. Et donc le problème, Monsieur Bellamy, c'est que dans la riposte israélienne, il y a des crimes qu'il faut aussi savoir condamner. Ce n'est pas du relativisme, c'est au contraire le refus du relativisme que de faire ça. Moi, j'ai une ligne de crête, je la tiendrai.
je me fierai toujours à mon appréciation de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Et je peux vous dire que la conduite de M. Netanyahou, par exemple en Cisjordanie, quand on a en Cisjordanie des progrès constants de la colonisation, est-ce que c'est ça, lutter contre le Hamas? Quel est le rapport avec le Hamas? Il faut savoir aussi condamner les actions du gouvernement israélien quand elles sont en négation du droit international et des droits humains. Mais réponse de François Xavier Lamy. Au fond, est-ce que vous n'êtes pas trop, comment dire, mou face à ce que Raphaël Glucksmann considère comme étant des atteintes au droit international? Réponse, et après je voudrais qu'on avance et qu'on parle de la situation en Ukraine. Personne ne dit le contraire. Personne ne dit qu'il faut excuser des crimes au motif qu'ils sont... Est-ce une riposte, la colonisation en Cisjordanie? Personne ne dit que quelques crimes que ce soit doivent être excusés. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a une différence entre exiger le respect du droit international, nous l'avons fait ensemble, appeler à un cessez-le-feu, nous l'avons fait ensemble, et vouloir désarmer Israël, parce que ça n'est pas du tout la même chose. Et je voudrais dire aux Français qui nous écoutent que ça n'est pas qu'une question internationale, parce que ce que vous dites en réalité à travers ce que vous exprimez, c'est que la lutte contre le terrorisme, c'est le terme que vous avez employé, la lutte contre le terrorisme devrait d'une certaine manière être mise en balance. Moi je crois que la lutte contre le terrorisme, elle doit être sans faille, sans faiblesse, sans fragilité, la lutte contre le terrorisme. Pardon. Vous dites qu'Israël est victime de terrorisme, et c'est vrai. Bellamy. Vous avez dénoncé le Hamas comme une organisation terroriste, et vous avez évidemment mené cette condamnation d'une manière claire, contrairement à beaucoup de vos alliés de la gauche. Allez au bout de votre raisonnement. Je vais au bout du raisonnement. Non, parce que vous parlez remettre en cause. Je vais au bout du raisonnement. Ma volonté de lutter contre le terrorisme. Là, c'est ce que vous venez de faire. Mais c'est ce que vous venez de dire. Vous avez dit que le Hamas était une organisation terroriste et nous l'avons dit ensemble. Oui. Et juste après, vous signez un communiqué pour demander de désarmer Israël. Je ne signe aucun communiqué. Je suis désolé, monsieur Bellamy. Un communiqué pour monsieur Bellamy, le communiqué ne dit et on avance. Monsieur Bellamy. Et c'est toute l'ambiguïté. Il faut lutter contre le terrorisme. Il faut lutter d'arrache-pied contre le terrorisme. Et il n'y a aucune ambiguïté chez moi là-dessus. Par contre, quand vous avez 30 000 morts, quand vous avez des milliers d'enfants qui sont victimes, eh bien oui, vous pouvez refuser de vous associer à la manière d'agir de M. Netanyahou et de l'extrême droite israélienne. Vous avez le droit de faire ça. Des centaines de milliers d'Israéliens le font eux-mêmes, M. Bellamy. Mais par contre, ne remettez jamais en cause... Mais ces Israéliens ne demandent pas qu'on désarme Israël. Ne remettez jamais en cause le fait que je sois sans aucune forme de compromission, sans aucune forme d'hésitation quand il s'agit de lutter contre le terrorisme. Glucksmann, vous prenez de l'avance, on va avancer justement et parler de la situation en Ukraine. On a appris hier que l'Allemagne allait fournir un système de défense anti-aérienne patriote supplémentaire alors que la situation se dégrade sur le front, notamment dans le Donbass. Sur le sujet du soutien à l'Ukraine, messieurs, j'ai bien regardé. Et là, pour le coup, j'ai du mal à trouver de vrais points de désaccord entre vous. Est-ce à dire, François-Xavier Bellamy, que vous êtes sur la même ligne que Raphaël Glucksmann, candidat du Parti socialiste, sur la question du soutien à l'Ukraine? Heureusement que sur des principes fondamentaux, nous sommes capables de nous rejoindre. Et je crois qu'aujourd'hui, l'attaque que subit l'Ukraine, l'agression menée par la Russie de Vladimir Poutine, menace nos démocraties, elle menace le continent européen. Le devoir des Européens, c'est d'agir concrètement pour soutenir les forces ukrainiennes face à cette attaque à laquelle elles résistent. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, la France est en retard dans ce travail indispensable parce que ce dont les Ukrainiens ont besoin, ça n'est pas de spéculation vaine et dangereuse sur l'envoi de troupes au sol comme l'a fait le président de la République pour être d'ailleurs presque immédiatement démenti par la plupart des alliés occidentaux. Ce n'est pas non plus, et là ce sera certainement un point de désaccord avec Raphaël Glucksmann, ce n'est pas non plus de fausses promesses sur la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. De fausses promesses. Je crois que ce dont l'Ukraine a besoin, on peut y revenir bien sûr, ce dont l'Ukraine a besoin, c'est de munitions, de matériel, de moyens militaires pour faire face à cette agression. Je ne crois pas qu'elle ait besoin qu'on lui vende des chimères, parce que oui, je crois que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est une chimère. Je pense que l'Ukraine est un pays qui doit et qui veut s'arrimer au continent européen. Je pense que nous devons ouvrir la voie à cette proximité de l'Ukraine avec l'Europe. Nous proposons avec les Républicains pour cela de revitaliser le statut d'État associé et d'écrire avec le peuple ukrainien la coopération future qui permettra aux Ukrainiens d'être arrimés à l'Europe. Mais je ne crois pas que l'Ukraine puisse être demain et sera demain un État membre de l'Union européenne, ou alors ce serait au détriment
de la plupart des politiques européennes dont nous avons pourtant besoin pour renforcer notre continent face aux menaces qu'il subit. Raphaël Glucksmann, une fausse promesse, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, dit François-Xavier Bellamy. D'abord, dire une chose. La guerre qui vise l'Ukraine est une guerre qui vise l'ensemble de l'Europe. Et j'ai présidé pendant tout mon mandat la commission spéciale du Parlement sur les ingérences étrangères. Et il faut que les gens qui nous écoutent aient conscience que notre solidarité vis-à-vis de l'Ukraine, elle repose bien sûr sur un élan humaniste de solidarité envers un peuple dont le seul crime est de vouloir vivre libre, mais elle repose d'abord sur une compréhension très claire de nos propres intérêts vitaux, parce que nous sommes visés par la guerre hybride de M. Poutine depuis des années déjà. Quand il attaque nos hôpitaux, c'est pas en Ukraine, c'est en France. Quand ce sont nos soldats qui sont visés en Afrique, ce ne sont pas des soldats ukrainiens, ce sont des soldats français. Donc c'est un mécanisme d'autodéfense de nos démocraties que d'aider les Ukrainiens. Et ensuite, sur la question de l'élargissement qui effectivement nous oppose. Que vous soutenez, hein, voilà. Que je soutiens. Ouais. Il s'agit d'abord d'une réunification de notre continent, de la réunification du continent européen. C'est notre mission historique de l'accomplir. Et c'est un enjeu immense de sécurité aussi. Laisser ces pays, les Balkans ou l'Ukraine, dans une espèce de no man's land, nous posera des problèmes de sécurité immenses. Alors ce processus prendra du temps. Il faudra des réformes en Ukraine, ça s'appelle l'acquis communautaire qu'on doit intégrer, et il faudra des réformes en Europe. Ça ne se fera pas à politique agricole commune inchangée. Ça ne se fera pas avec exactement les mêmes institutions non plus. Mais cela se fera, Monsieur Bellamy. Et votre famille politique, d'ailleurs, à l'échelle européenne, est sans doute la famille la plus ardente dans le soutien à cette intégration qui fait consensus partout, sauf en France. Vous êtes isolé sur ce point par rapport aux autres droites européennes? Non, il y a, je crois, beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui et que tout le monde reconnaît parfaitement. Je ne dis pas que l'Ukraine ne doive pas être européenne. Je dis qu'on peut être européen sans être un État membre de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la forme d'une union économique, politique, qui existe aujourd'hui, avec un statut spécifique, mais avec eux, des sur règles place, communes. les Ukrainiens demandent cette adhésion à l'Union européenne. Mais je comprends parfaitement qu'ils la demandent, mais nous avons un devoir de vérité à leur égard. Et encore une fois, je ne dis pas quelle vérité qu'il faut... Mais la vérité, c'est que le salaire minimum en Ukraine, Raphaël Glucksmann, il est inférieur à 200 Monsieur euros. Bellamy, est-ce que vous êtes pour ou contre l'adhésion du Portugal, l'intégration du Portugal à l'Union européenne? Mais vous parlez de choses qui n'ont rien à voir. Le Portugal, de moments qui n'ont rien à voir. Le Portugal, quand le Portugal a eu le statut de candidat, son SMIC était 10 fois inférieur au SMIC français. Exactement la proportion du SMIC ukrainien par rapport au SMIC français. Mais on parle de moments, encore une fois, de l'histoire qui n'ont rien à voir. La prospérité de l'Europe occidentale au moment de l'intégration du Portugal n'a rien à voir avec le décrochage économique qu'un pays comme le nôtre connaît déjà aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose très simple. Si vous voulez défendre l'idéal européen, ce que vous voulez sérieusement et sincèrement, si vous tenez à ce qu'il reste vivant dans le cœur et dans l'esprit, y compris des Français les plus modestes, y compris des classes populaires, alors vous devez aussi comprendre, nous devons tous avoir en tête que ce sont ces Français des classes populaires, les Français du monde de l'industrie, du monde du travail, du monde agricole, qui ont payé l'addition des derniers élargissements et qui l'ont payé très cher. Et donc, il faut regarder ça en face. Ça ne veut pas dire que ces élargissements n'auraient pas dû avoir lieu, mais ça veut dire que si on ne regarde pas la réalité du coût qu'ils ont eu pour le tissu économique, le tissu social, le tissu industriel, le coup du plombier, c'est le retour du plombier polonais, c'est ça? Non, mais c'est pas seulement ça. Allez voir dans les Ardennes, allez voir dans les territoires industrieux du nord de la France, allez voir dans les terres agricoles du sud-ouest qui sont aujourd'hui très fragilisées, ce que les élargissements ont voulu dire. Et à poursuivre une flamme européenne qui ignore la réalité du prix qu'elle représente pour les Français, on risque de condamner un jour le projet européen lui-même. Je ne dis pas qu'il faille fermer la porte à l'Ukraine, je dis que l'idée... Vous venez de le dire. Même, non, il y a une autre manière de faire en sorte qu'on partage avec l'Ukraine un destin commun que d'élargir l'Union européenne. Et juste pour que les choses soient claires, c'est un non définitif ou c'est un non à court terme, tout en ouvrant la
la porte à la possibilité que l'Ukraine adhère. On a aujourd'hui dans les traités européens un statut d'État associé qui est vide de sens et vide de substance aujourd'hui. Utilisons ce statut, donnons-lui une consistance, inventons-le avec le peuple ukrainien. Et j'ajoute que d'ailleurs, cette question-là, elle se posera non pas seulement pour le peuple ukrainien, mais pour d'autres pays qui frappent aujourd'hui à la porte de l'Europe et qui ne seront pas demain, pas plus que l'Ukraine, des États membres de l'Union européenne, sauf encore une fois, à vider de tout leur sens les institutions européennes telles qu'elles existent aujourd'hui. Au fond, quand j'écoute François-Xavier Bellamy, le message c'est vous êtes déconnecté sur l'ouvrier des Ardennes, du Sud-Ouest. Voilà, vous êtes dans un combat théorique, intellectuel, mais vous ne pensez pas aux effets concrets d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et c'est précisément parce que le Parti populaire européen, vos amis, ont eu comme dogme absolu la concurrence libre et non faussée et le libre-échange généralisé pendant toutes ces années qu'il y a eu toutes ces délocalisations et ces problèmes. Et nous, ce que nous voulons justement, c'est une réforme des politiques sectorielles de l'Union européenne et notamment de cette politique agricole commune sur laquelle on va revenir et que vous soutenez. En l'état actuel, l'intégration de l'Ukraine poserait des problèmes graves. Si on réforme ces politiques structurelles, ça ne sera pas le cas. Et donc moi, mais ce que je veux dire concrètement, vous voulez supprimer le marché intérieur, par exemple? Mais non, ça veut dire... donc ça veut dire que vous allez faire rentrer on a des sur le politiques marché d'harmonisation intérieur. sociale bien plus ambitieuses parce que vous voulez bloquer au Parlement européen ces politiques d'harmonisation sociale parce que la droite européenne bloque ces politiques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Raphaël? Mais ça veut dire que vous allez appliquer le même SMIC contre vous. Vous allez appliquer le même SMIC en Ukraine qu'en France? On a des politiques d'harmonisation progressive. On a dû lutter contre vous d'arrache-pied pour que déjà il y ait une directive sur le salaire minimum mais qui ne partout en changera Europe. rien à la situation. Vous le savez très bien. Mais bien sûr que si, ça va changer, Monsieur Bellamy. C'est simplement que vous vous opposez à toute réforme qui permet de faire des progrès sociaux et que du coup, ensuite, vous vous plaignez du fait que l'Europe soit une terre de pure concurrence. Donc, mais sur l'Ukraine, pour revenir c'est vous qui voulez mettre tout le monde en concurrence. Parce que le fait est qu'aujourd'hui... Mais aujourd'hui, l'Ukraine... Vous voulez faire rentrer le salarié ukrainien dans le marché intérieur. Un point, c'est tout. C'est la chose simple que vous dites. Aujourd'hui, l'Ukraine est déjà associée par un accord de libre-échange généralisé à l'Union européenne. La concurrence, on l'a déjà, nos agriculteurs le savent. Donc l'intégration européenne, c'est l'adoption des normes européennes généralisées. On s'est battu contre ça. L'intégration de l'Ukraine, c'est l'adoption des normes européennes, c'est-à-dire l'égalisation des conditions de production, c'est-à-dire justement des règles qui sont imposées à la concurrence. Et par ailleurs, c'est un surcroît de puissance pour l'Europe que l'intégration de l'Ukraine. Et vous parliez tout à l'heure des idéaux européens. Eh bien, l'intégration de l'Ukraine revitalisera l'Union européenne et en fera une puissance bien plus grande encore. Et c'est notre mission, Monsieur Bellamy, que de réaliser l'unification du continent européen, que cette civilisation européenne habite dans un continent qui soit en paix et qui soit stable. Et c'est ce que permettra l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. François-Xavier Bellamy, juste pour terminer sur ce sujet, puisqu'on regarde les temps de parole et que vous avez un petit peu d'avance, Raphaël Glucksmann, au fond, il y a aussi cette idée non seulement des valeurs de l'Union européenne, mais aussi du cri qui est lancé par les Ukrainiens qui, en ce moment même, se battent au front et qui, que l'on voit avec le drapeau, le drapeau de l'Union européenne et qui demandent cette adhésion, comme au fond une sorte de marque de soutien. Mais c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le droit de ne pas être sérieux, de ne pas regarder avec sincérité cette question. Et quand nous promettons aux Ukrainiens une adhésion à l'Union européenne, je crois qu'en réalité, la plupart des dirigeants qui font cette promesse, eux-mêmes, savent très bien, comme d'ailleurs avec la plupart des pays qui sont aujourd'hui dans des processus d'adhésion qui ne se terminent jamais. Est-ce que vous savez que la Turquie est toujours aujourd'hui officiellement candidate à l'adhésion à l'Union européenne? Je ne compare pas ces pays. Je ne compare pas ces pays. Je dis simplement que l'Union européenne se déshonore quand elle entretient des illusions qui durent indéfiniment. Et que ce faisant, non, je ne compare pas ces deux pays. Je dis juste qu'il faut être franc. Et moi, je pense qu'on devrait être franc avec la Turquie, qui n'a, pour le coup, rien à voir avec l'Union européenne. Je pense qu'il faudrait être franc avec l'Ukraine et inventer avec elle la manière dont elle deviendra un pays européen sans être, je le redis, un État membre de l'Union européenne. Et pour le coup, ça me paraît être effectivement une forme de trahison du combat des forces ukrainiennes que de leur vendre une promesse que nous savons être fausse, parce que nous pourquoi vous savez qu'elle est fausse, cette promesse? Mais parce vous que n'êtes si pas vous majoritaire en Europe, Monsieur Bellamy, et donc les gens qui font cette promesse vont la tenir. Nous allons intégrer l'Ukraine
à l'Union européenne. Et Eh nous bien, réformerons les institutions européennes pour que cela se fasse sans dommage. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Moi, je préfère 1000 fois une Europe qui dit la vérité et qui invente des solutions concrètes Mais quelle vérité? avec l'imagination. On a besoin de retrouver la créativité nécessaire pour inventer l'avenir de l'Europe. Parce que c'est même pas seulement l'Ukraine, c'est nos propres fragilités qui font que déjà à 27, on corrigeons nos à décider correctement. et intégrons-les. Donc effectivement, commençons à travailler sur nous-mêmes. Le sujet n'est pas seulement l'Ukraine, le sujet c'est que ce que je propose moi, c'est s'il vous plaît, un traité d'élargissement qui soit aussi un S'il vous plaît. traité de refondation de l'Union européenne. Je crois qu'on va avoir de l'ambition pour notre continent. Je crois que sur la question de l'Ukraine, on termine. Je sais que vous partagez avec les élus macronistes la même vision fédéraliste et la même proposition d'élargissement à 35 ou 36 de l'Union européenne, mais je ne crois pas du tout que ce soit la voie dans laquelle l'Europe pourra se renforcer et dans laquelle elle pourra renforcer l'Ukraine qui en a effectivement besoin. Messieurs, je crois que sur l'Ukraine, on a pu voir vos divergences. Petit coup d'œil sur les temps de parole. De mémoire, je crois que vous êtes à peu près à égalité. Voilà, à 12 secondes près. Je voudrais qu'on aborde la deuxième partie de notre débat, l'Europe face aux crises. Et d'abord, la crise migratoire. Le pacte migratoire a été adopté mercredi au Parlement européen. Vous vous y êtes opposés, tous les deux. D'ailleurs, vous êtes plutôt minoritaires dans vos familles politiques respectives, les sociaux-démocrates européens et le Parti populaire européen. Opposés évidemment pour des raisons opposées. Vous considérez, Raphaël Glucksmann, que ce pacte est trop dur. Vous, François-Xavier... Je considère qu'il est inefficace. Inefficace et trop dur. François-Xavier Bellamy, vous considérez qu'il est, au fond, laxiste. Je commence avec vous, Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous diriez que l'immigration est une chance pour la France et pour l'Europe, pour poser les termes du débat? Moi, je dirais qu'il faut être réaliste. Et que donc, il faut regarder la situation telle qu'elle est. Quelle est la situation? Aujourd'hui, on a des politiques qui créent le désordre et l'indignité. L'indignité, c'est les 50 000 morts en mer Méditerranée. L'indignité, c'est des gens qui dorment dans nos rues et qui errent dans un no man's land juridique total. Et le désordre, c'est le chaos de politique migratoire, le système dit de Dublin, qui fait peser tout le poids sur les pays d'entrée, c'est-à-dire sur l'Italie et la Grèce. Et donc, il va falloir remettre de l'ordre et de la dignité dans nos politiques migratoires. Et ça passe d'abord par un constat. Nous, aujourd'hui, en Europe, nous avons besoin d'une immigration légale. Donc, d'une immigration de à la travail. question l'immigration est une chance pour la France et l'Europe, vous dites oui. Mais que les choses soient claires, encore une fois, pour ceux qui nous regardent. C'est un besoin. Nous sommes dans des sociétés vieillissantes qui vont faire face à des immenses crises démographiques. Et donc, nous aurons besoin d'immigration. Il faut l'organiser et il faut des voies légales de migration. J'entends bien aujourd'hui qu'on nous dit il faut l'immigration zéro, c'est un scandale, il y a trop d'immigrés. Mais les gens qui portent ce type de discours, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont confrontés aux faits. Et Mme Meloni en Italie, ou même M. Orban en Hongrie, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent l'arrivée de travailleurs étrangers dans leur pays. Et donc ça, il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le poser. Et c'est tout le problème de ce pacte migratoire qui n'ose pas poser ce problème-là. François-Xavier Bellamy, vous vous sentez visé quand Raphaël Glucksmann parle de ces familles politiques qui disent immigration zéro, il y a trop d'immigration? En réalité, moi, je pense sur ce sujet le contraire de Raphaël Glucksmann. Je crois que dans le discours qui consiste à dire que nous aurons besoin d'immigration et qu'il faut organiser l'immigration légale, il y a à la fois un déni et une forme de cynisme, même quand il se cache derrière les beaux mots de dignité. Un déni parce que la vérité, c'est qu'une personne qui vient d'ailleurs et qui vient dans notre pays, elle ne vient pas seulement pour travailler, ça n'est pas seulement une paire de bras pour concourir au rouage économique dans lequel on veut l'insérer. C'est d'abord une personne avec une représentation du monde, une culture, une hiérarchie de valeurs, et c'est tout à fait normal. Et en réalité, ne pas vouloir le voir, c'est ne pas comprendre que le défi le plus grand pour nos pays aujourd'hui, c'est de reconstruire leur unité. Nous sommes déjà les héritiers d'une immigration massive qui, depuis de nombreuses années, a profondément déstabilisé l'unité de nos pays, leur identité, leurs repères communs. Et il suffit de regarder l'actualité pour le voir tous les jours. Quand vous avez à Bordeaux un réfugié afghan qui poignarde des Algériens parce qu'il leur reproche de boire du vin pendant le Ramadan, il faudrait être fou pour ne pas voir que nous sommes en train d'importer des conflits communautaires et que notre premier devoir, je le dis comme professeur pour avoir enseigné et vécu de manière extrêmement concrète la réalité de ces fractures, notre premier devoir, c'est de réussir à reconstruire
l'unité de notre pays. Et puis, c'est une forme de cynisme, parce que dire qu'on a besoin de faire venir des gens d'ailleurs pour travailler dans notre système économique, c'est en réalité s'apprêter à prélever les forces vives des pays en développement pour aller y chercher les talents dont nous avons besoin pour faire tourner notre économie. C'est absurde parce qu'il y a des millions de chômeurs déjà dans notre pays. Donc le vrai grand sujet pour nous, le sujet auquel la gauche a toujours refusé de s'attaquer d'ailleurs, c'est comment sortir des impasses de notre modèle social pour que les Français, que les gens qui vivent en France retrouvent le chemin du travail, retrouvent le goût du travail et se remettent à faire vivre un pays prospère. C'est ça le vrai défi pour nous. C'est pas d'aller chercher dans une sorte de fuite en avant aberrante des gens qui viendront travailler à notre place pour faire tourner notre économie. On peut appeler ça dignité. Moi, j'appelle ça une forme d'utilitarisme cynique qui dévitalise les pays en développement en allant chercher, comme on l'a fait en Europe d'ailleurs, comme on l'a fait à l'intérieur du marché européen, les gens pour venir pallier les problèmes que nous n'aurons pas résolus nous-mêmes. À coller à mes propos le terme de cynisme, je trouve ça extrêmement déplacé, puisque sont cyniques ceux qui tolèrent cette indignité absolue de la réduction d'êtres humains à des gens errants dans un no man's land juridique et qui deviennent la proie de l'ensemble des mafias. Mais ça, c'est la situation actuelle que vous décrivez. C'est le système actuel. Bien sûr. Et la réponse à cela, c'est d'organiser des voies légales avec des visas multi-entrées. Alors concrètement, où les gens peuvent qu'est-ce que ça veut dire des voies légales d'immigration, Raphaël Glucksmann, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien quel est votre projet? Ça veut dire que nous avons des visas multi-entrées de travail qui sont distribués dans des pays de provenance en fonction des besoins économiques en Europe. Ces visas-là permettent de faire des migrations pendulaires, c'est-à-dire de rentrer ensuite dans son pays, et c'est gagnant-gagnant. Ça permet ici de participer à la richesse de nos nations. Est-ce que ça implique de réduire l'immigration illégale? Mais l'immigration illégale, par définition, a vocation à être réduite. Aujourd'hui, ce que je propose permet une chose, c'est qu'on fasse un contrat avec les pays de provenance. On distribue ces visas multi-entrées. Et en échange, ils donnent les laissez-passer consulaires. Et en échange, ils donnent les laissez-passer consulaires qui, aujourd'hui, ne sont pas donnés, ce qui crée une situation où on a des centaines de milliers de personnes qui errent dans l'illégalité la plus totale. Pour sortir de cela, il faut sortir de l'hypocrisie. Et le problème, c'est que la domination aujourd'hui dans le débat public de ces discours sur l'immigration zéro, ça produit ces no man's land juridiques. Parce qu'en réalité, de manière cynique, nos sociétés emploient au noir ces gens qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire et qui, finalement, deviennent surexploités, ne bénéficient d'absolument aucun droit et disparaissent même de la vue des services de sécurité. Et donc, moi, ce que je propose, c'est profondément réaliste, au contraire, M. Bellamy. Je crois qu'on partage un constat qui est celui que la situation actuelle est un scandale absolu. Et effectivement, les dizaines de milliers de personnes qui endeuillent la mer Méditerranée, les morts qui se succèdent sur les routes de l'Europe devraient nous empêcher de dormir. Mais moi, je crois que pour sortir de cette indignité, pour sortir de cette situation de misère extrême à laquelle la situation actuelle condamne tant de personnes qui vivent irrégulièrement sur le sol de nos pays, il faut retrouver des frontières. Il ne s'agit pas de les abolir, il faut les reconstruire, au contraire. Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez des gens qui risquent leur vie pour arriver en Europe? C'est seulement qu'ils savent que si vous arrivez à mettre le pied illégalement sur le sol européen, vous avez toutes les chances d'y rester durablement. C'est ça la condition du business des passeurs. Ce que vous proposez, c'est construire des murs. Bien sûr. Vous pensez sincèrement que des gens qui sont prêts à risquer leur peau sur un bateau de fortune pour traverser la Méditerranée seront arrêtés par des barbelés en Europe? Mais c'est aussi ce que pensent les sociodémocrates danois, c'est aussi ce que pensent les démocrates américains, qui eux ne transigent pas avec la question migratoire. C'est aussi ce que pense l'immense majorité des pays du monde. L'immense majorité des pays du monde savent que le premier devoir d'un État, c'est de protéger ses frontières. Et il n'y a qu'en Europe qu'on croit qu'avoir des frontières est un scandale révoltant. Il n'y a que dans l'Union européenne que le projet que nous proposions d'utiliser le budget européen. Là, je vous explique ma position et vous m'expliquez qu'en gros, je suis un sans-frontiériste absolu qui est pour ouvrir absolument les frontières. Sortons de tout soupçon de caricature. Rappelons un débat que nous avons eu au Parlement européen, parce que vous avez eu raison de rappeler que le vrai débat européen, il est effectivement sur ces sujets-là, en particulier entre la droite et la gauche. Nous avons déposé avec le PPE un projet pour que le budget européen puisse financer des infrastructures physiques de protection des frontières extérieures de l'Europe. C'était le souhait, rappelons-le, de 12 États membres de l'Union européenne, dont les couleurs politiques sont parfois très différentes. C'est, rappelons, en Finlande, un ministre
écologiste qui a signé pour l'installation d'un mur à la frontière de la Finlande pour résister contre les attaques hybrides utilisant les flux migratoires de la part de la Biélorussie ou de la Russie. Et donc cette proposition toute simple, nous l'avons faite avec la droite européenne. S'ils sont opposés avec détermination, les socialistes et leurs alliés macronistes, qui ont fait contre ce projet une croisade déterminée. À la fin, nous avons réussi à emporter une majorité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une majorité d'électeurs et une majorité de parlementaires en Europe qui sont conscients que oui, il faut protéger les frontières. Vous avez beau refuser la caricature du sans-frontiérisme, à la fin, je ne vous entends parler que de corridors. Et moi, oui, bien sûr, je parle de la nécessité de protéger les frontières. Parce qu'on ne peut pas sortir de la crise migratoire actuelle si on ne retrouve pas la capacité de décider de qui rentre ou ne rentre pas sur le sol de nos pays. François-Xavier Bellamy, vous avez de l'avance. Je voudrais qu'on reste encore sur ce sujet un instant parce que quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure, François-Xavier Bellamy, sur ce débat sur l'immigration, vous avez évoqué ce qui s'est passé à Bordeaux avec, pour ceux qui nous regardent, rappelons-le, un Afghan qui a tué un Algérien suite à une rixe parce que cet Algérien, avec d'ailleurs un autre individu qui a été blessé, consommait de l'alcool pendant l'Aïd. Quand François-Xavier Bellamy fait le lien entre ce qui s'est passé à Bordeaux et la question de la régulation de l'immigration, des politiques migratoires. Est-ce que vous acceptez ce lien ou est-ce que vous considérez que là, c'est une façon de mélanger des choses qui n'ont rien à voir ? On doit être intraitable avec l'islamisme, avec l'intégrisme, avec le terrorisme, avec ce danger qui est un danger idéologique. Moi, ce que je veux, justement, c'est qu'on reprenne une forme de contrôle. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ces arrivées, comme on ne veut pas les gérer de manière coordonnée à l'échelle européenne, comme on refuse a priori l'organisation des flux migratoires, parce qu'on est obsédé par cette idée du grand remplacement, eh bien ça crée des failles sécuritaires. Et que quand je propose par exemple les voies légales de migration, ça permettra de vérifier qui vient. Quand on a un système d'asile qui devient cohérent à l'échelle européenne, ça permettra d'échanger les informations et d'avoir des critères communs sur le continent européen. On a un espace de circulation commun en Europe. Et on a des systèmes de gestion de l'asile ou de gestion, de gestion des politiques migratoires absolument éparses, contradictoires les uns avec les autres. Donc moi, ce que je veux dire... Oui. Attendez, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas arrêter les flux migratoires. Ça n'arrivera pas. Attendez. Et que par contre, il faut les contrôler. Il faut savoir qui fait quoi, qui vient. Deux choses pour continuer à alimenter ce débat. D'abord, je précise que l'Afghan en question avait obtenu le statut de réfugié auprès de l'OFPRA. Deuxième élément, je vois bien rationnellement ce que vous dites. Mais on n'a pas supprimé le droit d'asile. Non, pas du tout. La question est, quand vous voyez dans les sondages, même chez les sympathisants socialistes, une majorité qui se disent pour moins d'immigration, quand vous voyez la crispation identitaire, que certains appellent insécurité culturelle, autour des questions liées à l'identité et l'immigration. Est-ce que vous n'êtes pas en décalage avec l'opinion publique, même auprès de vos sympathisants, Raphaël Glucksmann ? Mais je pense que ma position n'est pas du sans-frontiérisme naïf. Je ne parle pas de sans-frontiérisme. Je dis juste que vous expliquez sur l'immigration qu'il est nécessaire d'organiser. Écoutez, moi, je suis entré en politique en me faisant une promesse. C'est que je définirai mes positions en fonction des faits et de ce que je pense être possible et juste. Et donc peut-être que c'est impopulaire. Mais je crois fermement que ce que nous proposons est réaliste. Que ce n'est pas le chaos et que ce n'est pas non plus l'indignité. Et donc je continuerai à faire ces propositions, même si elles sont impopulaires. Et encore une fois, ça permettra aussi de résoudre des questions qui sont aujourd'hui absolument pas résolues, notamment la question des gens qui n'ont droit ni à l'asile, ni au titre de séjour et qui sont sur notre territoire. Parce que tous les grands discours sur l'immigration zéro, sur les frontières, ne répondront pas à cette question des laissez-passer consulaires. Mais alors dans ce cas, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous avez toujours voté contre la conditionnalité proposée par l'Union européenne sur les laissez-passer consulaires. Il faut cette conditionnalité. Nous l'avons toujours défendue. On la propose sur les visas. Sur les visas. Ces pays-là ont besoin de visas multi-entrées. Par ailleurs, il y a une chose qui me frappe dans le discours que vous tenez, mais finalement, un dernier mot sur l'immigration et ensuite on avance sur l'écologie. C'est une très grande ligne de clivage. C'est que vous dites définir votre position à partir de ce qui est possible et vous ajoutez
il y aura toujours de l'immigration. On ne peut pas arrêter l'immigration. Vous avez dit ça littéralement. Il n'y aura à pas l'instant. d'immigration zéro, monsieur Bellamy. Il n'y en aura pas. Donc on ne peut pas arrêter l'immigration. Il y en aura toujours quoi qu'il arrive. Il y en a toujours eu, monsieur Bellamy, de l'immigration. Les gens bougent. Moi, je crois que l'essentiel de l'histoire de l'humanité, c'est plutôt la sédentarité que le nomadisme. Mais ça, c'est un autre sujet. La majorité des gens sont sédentaires, mais il y a toujours eu une immigration en France. Le fait est que je pense que le devoir de la vous souhaitez politique... l'immigration zéro, François-Xavier Bellamy? Moi, je souhaite qu'on retrouve des frontières. Non, mais c'est pas ma question. Est-ce que vous souhaitez l'immigration zéro? Mais je souhaite que si un pays décide qu'il ne veut plus ou qu'il ne peut plus accueillir d'immigration, il le puisse. Et je pense que c'est le cas de la France aujourd'hui. Donc, vous dites qu'il faut l'immigration zéro. La France donc on abandonne les étudiants, on abandonne les travailleurs, on abandonne finalement. Vous parlez de choses totalement différentes. Le droit à l'asile chez nous. Vous parlez de choses totalement différentes. Que des gens viennent. Non, je parle précisément de cela. Que des gens viennent ponctuellement dans un pays et repartent ensuite. C'est évidemment possible. Des visas multi-entrées. Que l'immigration, c'est-à-dire que des gens s'installent en France, venant d'ailleurs, c'est pour la France aujourd'hui, je crois, s'enliser dans ce déni de réalité qu'on évoquait tout à l'heure. Et moi, je crois que la noblesse de la politique, ça n'est pas seulement de définir sa position en essayant d'organiser l'effet de son impuissance, mais c'est de sortir de l'impuissance. Et je pense que se présenter devant des citoyens en leur disant on ne pourra pas maîtriser nos frontières parce qu'il y aura toujours des gens qui arriveront. Maîtriser nos frontières. J'ai dit qu'il n'y aura pas d'immigration zéro, monsieur Bellamy. C'est de ça que parlent tous vos amis qui nous disent de toute façon, il y aura des millions de réfugiés climatiques comme si monsieur la fatalité s'imposait à nous. Tous ceux qui prônent cette immigration zéro, quand ils arrivent au pouvoir, ils rencontrent les faits et les faits sont têtus et ils changent leur discours. Mais c'est faux. Ce que vous tenez, c'est des discours d'estrade. Fait campagne sur un blocus naval et arrivant au pouvoir, elle dit qu'il y aura plus de 400 000 travailleurs étrangers régularisés pour apporter de la main. La vraie question, c'est d'abord la situation migratoire en Italie est radicalement différente puisqu'elle délivre des permis de travail à des gens qui repartiront ensuite. En tous les cas, il n'y a pas de naturalisation en Italie, ce qui rend la situation totalement différente de la France. Et deuxièmement, je le redis, dans l'immense majorité des pays du monde, il y a une politique migratoire qui s'assume. Vous ne rentrez pas dans n'importe quel pays dans le monde. Une politique migratoire qui s'assume, monsieur Bellamy. Ce n'est pas une immigration zéro. Il n'y a qu'en Europe qu'on considère que si vous arrivez à poser le pied sur le sol européen, de toute façon, les dirigeants de ces pays sont condamnés à assumer la fatalité exactement l'inverse de ce que j'ai dit. Donc vous dites on n'arrête pas la caricature. Il faut l'organiser, ce qui est une manière de dire exactement comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Finalement, relocalisons les migrants, puisque les gens qui arrivent illégalement, de toute façon, ils sont là. On va bien devoir faire avec. Vous êtes favorable à cette proposition de relocalisation des migrants? Mais c'est pas relocalisation des migrants. Alors c'est ce que ça s'appelle la relocalisation des demandeurs d'asile. Non, mais d'accord. C'est ce que prévoit le pacte migratoire. Soit il y a relocalisation au moment où il y a effectivement des afflux importants. Et quand il y a des demandeurs d'asile. Mais ou bien les États peuvent payer des amendes pour ne pas accueillir ces demandeurs d'asile. Soyons concrets. Vous avez des demandeurs d'asile qui arrivent en Italie et en Grèce. S'il n'y a pas une solidarité européenne dans la répartition des demandeurs d'asile, ce qui se passe, c'est le chaos en Italie et en Grèce. Ces gens-là qui prennent le bateau, ils ne veulent pas aller en Italie ou en Grèce, ils veulent aller en Europe. Donc c'est une question qui se pose aux Européens. Et la solidarité entre pays européens, parce que si vous refusez cela, monsieur Bellamy, eh bien vous serez en conflit ouvert avec l'Italie et avec la Grèce. Parce que les Italiens et les Grecs, c'est ce qu'ils demandent. Pourquoi leur faire gérer seuls cette question ? Non, vraiment, on va passer à autre chose. Mais là, c'est très important. Oui, mais vous avez 10 secondes. En un mot, parce que la proposition que nous portons et que vous refusez, c'est celle qui consiste à instruire les procédures d'asile aux frontières extérieures de l'Europe, à l'extérieur du territoire européen. Vous externalisez la question et vous dépendez ensuite de M. Erdogan. Et vous avez refusé la perspective de la réponse. Merci, messieurs. Je crois que sur la question de l'immigration, là encore, les téléspectateurs et électeurs, on l'espère, auront pu voir vos lignes de fracture, un peu moins de 30 secondes de différence de temps de parole. Je voudrais qu'on aborde la question de la crise écologique et agricole. Raphaël Glucksmann, vous proposez, je vous cite, vous l'avez dit en meeting hier, une révolution écologique européenne. Vous défendez le pacte vert, alors que vous, François-Xavier Bellamy, vous le dénoncez. Raphaël Glucksmann, est-ce que vous n'êtes pas en décalage avec ce qu'on a pu entendre, les revendications des agriculteurs il y a quelques semaines? À chaque fois, est-ce que vous êtes en décalage? Ah oui, pardon, je suis effroyablement prévisible, mais c'est quand même une question que je pose. Voilà. Monsieur Glucksmann, avez-vous des convictions? Oui, j'ai des convictions, monsieur. C'est la question par rapport à ce qu'on a entendu de la part des agriculteurs et des messages qu'ils ont envoyés. On a le pacte vert, qui est un ensemble d'objectifs contraignants, de normes. Et il faut qu'on passe à la phase 2 de cette révolution écologique européenne. C'est l'investissement, c'est la planification, c'est
l'accompagnement. Et l'investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des investissements massifs dans les industries de la transition. Aujourd'hui, nos producteurs de panneaux photovoltaïques se font ratiboiser par la concurrence chinoise. On avait des champions et une concurrence chinoise qui est fondée sur l'esclavage des Ouïghours dans la production de polysilicium, sur des subventions, sur des ventes à perte. Eh bien, cette concurrence balaie l'ensemble de nos producteurs. J'étais encore à Nantes hier avec les patrons de la boîte Systevi, qui appartient à CETI, et ils vont devoir fermer parce que subitement la Chine a décidé de les écarter du marché en cassant les prix, en les divisant par 4. Et donc, nous devons réindustrialiser, montrer que la révolution écologique, c'est une révolution industrielle, que les énergies renouvelables, ce sont les énergies qui permettront d'assurer l'indépendance et la souveraineté de l'Europe, que la sortie de notre dépendance aux fossiles, aux énergies fossiles, au gaz et au pétrole, c'est une émancipation et non pas une contrainte. Et donc moi, ce que je demande, c'est que l'Europe fasse ce que les États-Unis ont fait avec l'Inflation Reduction Act, c'est-à-dire faire de la transition écologique un immense plan d'investissement et de planification industrielle. Et là, on doit passer à cette seconde étape. Mais ce que la droite propose, c'est au contraire de revenir sur ce qui est contenu dans le pacte vert et de diminuer l'ambition écologique de l'Union européenne. Et cela, c'est mépriser l'impératif climatique, c'est mépriser le fait que nous avons une urgence folle à gérer et que donc aucun pas en arrière n'est possible. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut passer à une autre étape qui n'est pas simplement la norme, mais qui est l'investissement, la planification et un bouleversement de nos politiques commerciales. Puisque Raphaël Glucksmann a dit que j'étais prévisible, je vais l'être à nouveau. Pour au fond résumer ce que vous venez de dire, est-ce que votre ligne, c'est celle de Nicolas Sarkozy qui, après le Grenelle de l'environnement, disait l'écologie, ça commence à bien faire? Au contraire, je crois que nous défendons la seule écologie vraiment sérieuse. Parce que le défi climatique, il est mondial. Et le grand problème de la politique européenne des dernières années, c'est d'avoir, avec une sorte de myopie, considéré que notre seule responsabilité devait être de ramener à zéro nos propres émissions de carbone. Aujourd'hui, si on regarde la réalité du problème climatique, les 10 plus grands pays qui émettent du carbone émettent à eux tout seuls 2/3 des émissions, et parmi eux, aucun pays européen, sauf l'Allemagne qui arrive en queue de peloton. Donc la vérité, c'est que les agriculteurs, les industriels européens, ils ont déjà assumé la transition environnementale. Ils l'ont assumé en particulier grâce à la décarbonation de notre mix énergétique, grâce à notre outil nucléaire que le Parti socialiste a combattu quand il était au pouvoir. Et c'est. Alors, on va venir sur le nucléaire. Restons un instant sur l'écologie et notamment les agriculteurs. Mais c'est ça l'écologie. Mais on va parler dans un instant du nucléaire. Et que nous disent les agriculteurs? La même chose que les industriels. C'est que produire mieux, ça ne peut pas vouloir dire produire ailleurs. Je suis d'accord avec vous pour sortir de la naïveté face à la Chine. Et c'est un combat, là encore, que nous avons partagé au Parlement européen. Je suis d'accord avec vous pour dire que c'est un scandale qu'aujourd'hui, nous laissions notre industrie être balayée par le projet politique du régime chinois. Mais qui a servi ce projet politique? Sinon ceux qui ont, par exemple, voté pour le 100% véhicule électrique, qui était un cadeau fait à l'industrie automobile chinoise, un cadeau fait au régime de Pékin. Mais bien sûr que si. Non, c'est faux. Pardon, au contraire. Dans votre projet, vous répétez la même erreur. Dans votre projet, vous poussez pour 70% d'énergie renouvelable dans le mix électrique européen. Les énergies renouvelables, elles sont intermittentes. Elles ont besoin d'un complément. Et ce complément, c'est du gaz. Qui a milité pendant des années pour défendre le lobbying antinucléaire en Europe? Qui a financé ce lobbying antinucléaire? C'est la Russie. Et vous le savez très bien. Et aujourd'hui, avec le projet de décroissance agricole porté par Farm to Fork que nous avons combattu, que nous combattons. Bien sûr que si. Farm to Fork, c'était d'après de la ferme à la fourchette de la Commission européenne elle-même, une stratégie de la Commission de la ferme à la fourchette. Et Raphaël Glucksmann vous répond. Le groupe d'experts de la Commission européenne estimait que l'impact de cette stratégie serait une baisse de 10 à 15% de la production agricole en Europe. Projet qui a été voté. Tous les agriculteurs, Céline Imar qui est numéro 2 sur notre liste le dit, tous les agriculteurs le savent, les normes qui leur sont imposées et que vous avez votées avec détermination contribuent à faire baisser la production de nos pays. Le tout pour donner à la Russie une maîtrise encore plus grande de l'arme alimentaire qu'elle a dans les mains. Beaucoup de sujets là. Je partage vos priorités géopolitiques. Mais le problème, c'est qu'à la fin, tout ce que vous faites au nom de l'écologie pour affaiblir l'Europe, vous le faites finalement contre la cause du climat et contre la cause de la capacité de l'Europe à faire valoir son modèle dans le monde. Et c'est, je crois, le contresens dont il faut sortir aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué. Non, mais c'est le même. On va essayer de se concentrer. Alors d'abord, la crise agricole. Voilà, sur les agriculteurs. Vous avez déporté, vous avez donné un débouché à cette crise agricole, un débouché politique qui est exclusivement centré sur les normes. Au cœur de cette crise, il y avait
la question des revenus. Et vous avez Mais les deux voté sont liés. pour une politique agricole commune qui réserve à l'échelle européenne 80% des subventions à seulement 20% des exploitations, C'est c'est-à-dire faux. les plus grandes. C'est faux. C'est vrai. Vous pouvez le répéter autant de fois que Mais vous c'est voulez, vrai. mais en C'est vrai. France, typiquement, c'est En complètement faux. France, c'est légèrement différent. Non, c'est faux. Mais j'ai dit à l'échelle européenne, 80% des subventions vont à 20% des exploitations. C'est vrai, les plus grandes, celles qui ont le moins besoin de ces subventions. Et vous proposez une réforme de la donc, PAC. nous, on propose une réforme de la PAC qui soit centrée sur non plus l'hectare, parce que c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, mais sur l'emploi et l'actif et l'utilité écologique. Donc la première chose à faire, c'est de transformer la politique agricole commune. La deuxième chose à faire, c'est d'avoir, pour répondre à la crise agricole, c'est d'avoir des mesures miroirs à nos frontières, de ne plus laisser rentrer les produits qui ne respectent pas les mêmes normes de production que celles qu'on impose à nos agriculteurs. Et donc, c'est aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est de donner un débouché à la colère agricole qui serait un moins-disant environnemental permanent. Et la deuxième chose, si on revient sur les objectifs contraignants du Green Deal, il y aura des filières à côté desquelles nous passerons. L'avenir, monsieur Bellamy, l'avenir économique, l'avenir industriel, c'est ces industries de la transition. Ce sont les productions de panneaux photovoltaïques, c'est la production de batteries, c'est la production de véhicules électriques, c'est la production d'éoliennes. C'est cela l'avenir. Et nous devons le faire sur notre sol, en Europe. Donc ce que je propose, c'est un Buy European Act qui réserve la commande publique dans tous ces secteurs de la transition aux productions européennes. Mais il faut pour cela... Il faut des objectifs contraignants, ceux sur lesquels vous voulez revenir. Et donc, vous empêcherez ces filières de se développer, vous empêcherez les reconversions industrielles. Et vous, in fine, ce que vous ferez, c'est vous ferez rater ce moment historique à l'Europe. Et on aura la Chine qui contrôle aujourd'hui 60% de la chaîne de production des industries vertes et les États-Unis qui investissent par centaines de milliards dans ces industries, qui seront dominants et qui auront gagné la guerre économique. François-Xavier Bellamy, pour continuer sur ce sujet, j'aimerais qu'on aborde la question qui d'ailleurs va faire le lien avec notre dernière partie sur la question du pouvoir d'achat et notamment de la réforme de la fiscalité que vous proposez, sur la question du nucléaire. Parce que là, pour le coup, il y a une différence d'approche entre vous, votre famille politique, François-Xavier Bellamy, et sans doute peut-être avec le Parti communiste français, la famille politique qui est la plus farouche défenseur de l'énergie nucléaire. Parce que nous sommes des défenseurs sérieux de la question environnementale. Et que je le redis, on ne sortira pas de la crise environnementale. Quitte à s'opposer aux éoliennes en expliquant que c'est quelque chose qui défigure le paysage. Mais chaque pays part d'une situation qui est la sienne. Pour la Pologne, la question de la transition énergétique n'est pas du tout la même que pour la France. En France, on a le point de PIB le plus décarboné d'Europe. Donc notre sujet à nous, notre responsabilité, c'est de vendre au reste du monde, et ça, pour le coup, c'est un projet d'avenir magnifique, de vendre au reste du monde les technologies qui permettent de se décarboner, et le nucléaire en fait partie, quoi qu'en pensent les amis de M. Macron et les amis de M. Glucksmann qui ont voté contre le nucléaire à toutes les occasions possibles, y compris au Parlement européen au cours des dernières années. Je voudrais juste revenir d'un mot sur ce que vous disiez à l'instant. La colère agricole aujourd'hui, elle ne s'exprime pas, ou alors on n'entend pas les mêmes agriculteurs, elle ne s'exprime pas d'abord en se traduisant par le besoin de plus de subventions, la demande de plus d'argent revenus, public, d'un meilleur revenu. Mais les agriculteurs veulent pouvoir vivre de leur travail. Pour ça, je suis d'accord avec vous, il faut arrêter de les exposer à une concurrence déloyale qui finit par les rendre fous, et on ne peut que les comprendre. Mais pour ça, il suffit pas de protéger l'Europe de cette concurrence déloyale. Il faut aussi qu'on fasse en sorte de libérer ceux qui produisent sur notre sol des contraintes qui ne cessent de peser sur eux, du contrôle, de la surveillance, de la défiance perpétuelle. Parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est que les agriculteurs français, ils respectent aujourd'hui les normes environnementales les plus élevées au monde. Et donc, on ne va pas s'en sortir en leur rendant la vie impossible. Parce que ça, c'est exactement le chemin qu'attendent les puissances autour de nous qui veulent gagner des parts de marché en voyant décliner peu à peu notre propre production. Et vous savez, je crois qu'il y a là un défi absolument majeur. Est-ce que l'Europe assume la puissance? Est-ce que l'Europe assume la réponse de Raphaël Glucksmann et l'acte de production? C'est aussi, une question de respect envers le travail et les travailleurs, mais c'est la question de la souveraineté. Réponse de Raphaël Glucksmann, et j'aimerais qu'on parle du nucléaire, puisque c'était la tentative que j'ai faite. Mais c'est lié à ça, bien sûr. Parce que le nucléaire, c'est la question de la production. Monsieur Bellamy, toute ma campagne est axée autour d'un projet. Faire en sorte que l'Europe redevienne productrice. Qu'on redevienne producteur de notre sécurité, qu'on crée l'Europe de la défense pour ne plus dépendre simplement de la sécurité produite aux États-Unis, parce que là, on est consommateur de sécurité, producteur d'énergie, parce que notre dépendance à l'égard des tyrannies fossiles
par exemple la Russie de Vladimir Poutine, mais aussi l'Azerbaïdjan de M. Aliyev, eh bien, ont complètement contraint notre indépendance. Et ces dépendances ont été alimentées par le tout renouvelable que vous prenez simultanément. Mais non, monsieur Bellamy. Alors justement, là, pour le coup, c'est l'occasion d'une clarification. Il vous accuse d'être anti-nucléaire. Monsieur Bellamy, moi, j'ai toujours dit que dans le mix énergétique français, la sortie du nucléaire ne pouvait pas être un objectif. Je l'ai toujours dit. Mais simplement, même selon les scénarios les plus pro-nucléaires de RTE, le nucléaire ne pourra assurer que 50% de la part du mix énergétique français en 2050. Et donc, votre hostilité au développement des renouvelables, ça va nous conduire, vous allez le voir, si vous nous faites tout reposer sur le nucléaire, ça va nous conduire vers quoi? Vers le retour au gaz et au charbon, in fine, parce que le nucléaire ne pourra pas assumer ce que vous voulez que le nucléaire assume. Et donc, il faut impérativement qu'on développe les énergies renouvelables et leur production ici, parce que sinon toutes les subventions qu'on va apporter seront des subventions à l'appareil productif chinois. Les dirigeants chinois l'ont parfaitement compris. Le solaire et l'éolien, c'est vraiment des investissements d'avenir. Et nous, on est en train de rater ce train-là. J'ai deux questions pour vous, Raphaël Glucksmann. La première, c'est pourquoi le nucléaire ne sera-t-il pas en mesure de faire face aux besoins d'un pays comme le nôtre demain? Sinon parce que vos amis, pendant des années, ont entretenu l'idée de la baisse du nucléaire dans le mix énergétique français. Et vous avez continué cette illusion, parce que quand j'ai posé des amendements au Parlement européen, par exemple, pour inclure le nucléaire dans le fonds REPowerEU, vous avez voté contre. Premier point. Deuxième question. Attendez, juste sur ce point, Raphaël Glucksmann vous répond, pour que puisse y avoir un échange. Deuxième question, non mais très rapide. Quand vous dites que le nucléaire ne pourrait assumer que 50% du mix, pourquoi dans ce cas proposez-vous que la France aille à 70% d'énergie renouvelable? Ce qui voudrait dire faire baisser à 30% la part du nucléaire dans le mix français. C'est un cap. Mais les scénarios... Donc vous continuez les scénarios RTE du nucléaire. Mais non, les scénarios RTE, vous savez, vous les avez vus, vous les Bien avez sûr. vus. Donc le scénario le plus optimiste, celui qui dit que tous les EPR vont fonctionner, que la trajectoire de ceux qui ont le plus foi dans le nucléaire est la bonne et va jusqu'au bout. Eh bien, c'est 50%, parce que ce sera insuffisant, monsieur Bellamy, parce qu'on va électrifier, c'est ça l'enjeu de cette transition et de cette nouvelle révolution industrielle, on va électrifier l'ensemble du continent européen, et que donc la production, elle devra reposer beaucoup plus largement que vous ne le pensez sur les renouvelables, et que donc il faut que les investissements aillent d'abord sur le renouvelable. C'est ça à l'échelle européenne. Et quant à votre question... qu'ils aillent sur la production électrique. Et j'espère que vous regardez du coup, avec un peu de désolation comme moi, la fermeture de Fessenheim, qui était une centrale sûre à l'échelle européenne, monsieur Bellamy, un pur choix idéologique qui nous conduit à cette dépendance. Quand vous avez un pays comme l'Italie qui fait 2 référendums pour sortir du nucléaire, vous n'allez pas leur imposer que les fonds européens. Mais donc là, en l'occurrence, mes votes, c'était sur les fonds européens. C'était pas sur la France. Mais le but n'était pas d'imposer à quelques pays que ce soit de choisir le nucléaire, c'était de faire en sorte que la France puisse bénéficier de ces 210 milliards d'euros. Messieurs, s'il vous plaît, je crois que là encore sur le nucléaire, on a entendu vos positions. J'aimerais qu'on aborde la dernière partie de ce débat, la question de la crise du pouvoir d'achat et de ce que peut faire l'Union européenne, que ce soit en termes non seulement de pouvoir d'achat, mais aussi en termes de justice fiscale. Comme vous avez un petit peu d'avance, Raphaël Glucksmann, je pose la première question à François-Xavier Bellamy, mais elle concerne une de vos propositions. Vous souhaitez, Raphaël Glucksmann, mettre en place une taxation des plus riches à l'échelle européenne pour dégager des ressources fiscales pour investir dans toute une série de des domaines. Multimillionnaires et des milliardaires. Oui. Voilà, taxation effectivement, c'est ce que j'ai dit, des plus aisés. Est-ce que François-Xavier Bellamy, ça vous paraît être une idée que l'on peut regarder, ou est-ce que vous êtes toujours aussi allergique à toute augmentation d'impôts comme l'est votre famille politique, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne? Alors moi, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt le projet de Raphaël Glucksmann. Je ne vais pas m'en faire le porte-parole, il sera plus efficace que moi. Ce qui m'a beaucoup marqué en le lisant, c'est que finalement, on voit que la gauche n'a pas changé. C'est-à-dire que toutes les propositions sont plus de dettes, plus d'impôts, plus de dépenses publiques, plus de chèques dans toutes les directions possibles. La vérité de cette affaire, c'est que s'il suffisait de créer des impôts, des taxes et des emprunts pour qu'un pays aille bien, pour qu'un continent soit prospère, alors l'Europe serait un paradis absolu et la France serait le lieu le plus extraordinaire de ce paradis. Et en même temps, il faut mondial. dégager, François-Xavier Bellamy, des ressources si on veut, comme vous le dites, investir dans la transition écologique, dans la question de la souveraineté industrielle. Ça ne se fait pas gratuitement, tout ça. Mais dégager des ressources pour un pays comme le nôtre aujourd'hui, pour la France, ça veut dire d'abord baisser une dépense publique qui est devenue totalement inefficace, qui asphyxie le pays, sa capacité de se déployer, de se développer. C'est aussi un sujet européen. Parce que la trajectoire budgétaire de la France, et les Français ne le réalisent pas assez, c'est une trajectoire qui sidère l'Europe entière.
Au moment de la crise du Covid, tous les États européens se sont endettés pour faire face à la crise. Mais le Covid est fini depuis longtemps. Et depuis, tous les pays européens autour de nous sont en train de se désendetter. On voit d'ailleurs des gouvernements socialistes à nos frontières. Je pense à l'Espagne, par exemple, ou bien au Portugal, qui ont des résultats budgétaires bien plus qui ont rétabli la taxe convaincants sur les que le plus nôtre. hauts patrimoines. Et la vérité, et qui ont des fiscalités bien moins oppressantes que chez nous. Et Non, donc, qui ont nous rétabli l'ISF. Et donc, justement, comme vous n'êtes pas le porte-parole de Raphaël Glucksmann, je termine juste, nous avons en France le record du monde de la pression fiscale. Nous avons les prélèvements obligatoires les plus élevés de tout l'OCDE. Donc, si ça suffisait pour faire des services publics qui fonctionnent, on le saurait. Voilà, vous êtes à la égalité. vérité, c'est que pendant ce temps-là, tous les services publics essentiels s'effondrent pour les Raphaël Français. Glucksmann, La solution n'est pas là. cette proposition de taxation Mais des ultra-riches à l'échelle européenne. On voit bien le clivage. Le CAC 40 fait des bénéfices records chaque année. 97 milliards de dividendes versés. Vous refusez que la taxation des dividendes soit supérieure à la taxation du travail. Des entreprises font des super profits liés à la guerre en Ukraine. Vous refusez la taxation des super profits qui sont liés à la guerre. Et là, on a, sur le continent européen, des multimillionnaires et des milliardaires qui ont un taux d'imposition réel qui est inférieur à celui des classes moyennes aujourd'hui, parce qu'ils échappent à l'impôt. Et donc, nous, ce que nous proposons, parce que c'est pas une lubie gauchiste, ça. C'est simplement un mécanisme d'autodéfense des démocraties quand elles sont en crise. Ce que nous proposons, c'est simplement de les faire contribuer à l'échelle du continent européen, à la solidarité et à la solidité de nos démocraties, de nos nations et du projet européen. Parce que, vous savez, la Commission européenne le dit elle-même, on aura besoin de 400 milliards d'investissements pour la transition, pour qu'elle soit juste, pour qu'elle réindustrialise notre continent. 400 milliards par an. Et il faut bien aller les chercher. Donc il y a deux possibilités. D'abord, un endettement commun. Nous avons fait, face à une pandémie, ce pas qui est celui de la mutualisation des dettes. Nous devons le faire face à la perspective de la guerre et de la transition écologique. Et la deuxième chose, c'est cet impôt sur les plus hauts patrimoines. Et vous savez, des multimillionnaires sont à l'origine de cette démarche que nous avons enclenchée avec ma collègue Aurore Lalucq du Parlement européen. Une démarche pan-européenne. Et ces multimillionnaires sont signataires. Et ils disent une chose très simple. Ils disent, nous, face à une crise aussi forte que la crise écologique, face à une crise sociale aussi profonde, nous voulons payer notre juste part à la solidarité des nations. Et donc cela, monsieur, vous le refusez par dogmatisme. Réponse de François-Xavier Bellamy, il nous reste peu de temps et ensuite ce sera vos conclusions. Dernier mot de François-Xavier Bellamy, vous avez à peu près 1 minute 40. Effectivement, le débat est passionnant et il est décisif. Repartons de l'expérience de cet emprunt commun. Vous dites qu'il faut un nouvel emprunt commun et il faut des impôts européens parce que c'est ça le projet que vous portez. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est le même projet que les macronistes et c'est un autre point commun que vous avez. Je suis pas certain qu'ils aiment beaucoup l'ISF européen. Mais les macronistes ont porté l'emprunt commun. Emmanuel Macron lui-même, d'ailleurs, a fait cet emprunt commun. Et moi, je l'ai toujours contesté pour une raison très simple. C'est que nos économies se seraient effondrées, la Grèce se serait effondrée, l'Italie se serait effondrée. On aurait refait la crise de la dette. Aucun État membre de l'Union européenne n'a eu de difficulté d'accès au crédit pendant toute cette période. Vous étiez opposé au fait de s'endetter en commun pour lutter contre l'arrêt total de l'économie pendant la pandémie de Covid. Vous n'avez aucune ambition pour l'Europe, en fait. Mais bien sûr que si. L'ambition, c'est justement de sortir des illusions qui fragilisent le continent aujourd'hui. Parce que l'Europe est en train de s'enliser dans la crise et de décrocher et de s'appauvrir. Et vous vouliez refaire ce qu'on a fait au moment de la crise de la dette ? Mais avec la Grèce, je le redis, je peux le redire autant de fois qu'on voudra, tous les économistes le constateront, aucun État membre, ni la Grèce, ni l'Espagne. L'Espagne d'ailleurs a emprunté pendant toute cette période à des taux supérieurs, à des taux préférables à ceux que la Commission européenne a obtenus pour son propre emprunt commun. Donc c'était une aberration économique et c'est une folie politique parce qu'en réalité ce saut fédéraliste n'a pas été consenti par les citoyens. Et demain nous ne savons pas comment rembourser cet emprunt. Et on vous a nous n'en avons pas la moindre idée. Entendu là-dessus. Et le sujet, ça va être demain. Et c'est vos amis allemands, vos amis socialistes allemands qui demandent qu'on aille tailler dans les politiques structurelles de l'Union européenne. Donc la vraie ambition, c'est ça. Non, l'ambition, elle est de revenir à la réalité. Réponse de Raphaël Glucksmann en 30 secondes. Attendez, s'il vous plaît. Prospérité, il n'y a beaucoup d'autorité sur ce plateau, une seule manière de sortir du déclin économique, c'est la liberté. Je sais bien que c'est une cause qui nous distingue. Je sais bien que c'est une cause qui nous distingue. Bien sûr, parce que toujours plus d'impôts, toujours plus de contrôle, toujours plus de normes, toujours plus de contraintes, c'est l'agenda que vous avez porté. Nous voulons que l'Europe libère les Européens des freins. Réponse de Raphaël Glucksmann et ensuite c'est les conclusions. Et de retrouver réponse de Raphaël Glucksmann et ensuite c'est les conclusions. Que vous n'êtes pas au pouvoir quand il y a une crise majeure qui s'abat sur l'Europe.
parce que la solidarité n'est pas à l'opposé de la liberté. Au contraire, bien ce qui sûr que fait non, tenir les démocraties. Quand vous avez des tels écarts de richesse, quand vous avez des inégalités qui explosent et que vous vivez un moment de remise en cause de votre modèle démocratique, le devoir, et c'est ce qu'ont fait les démocraties à chaque fois qu'elles se sont retrouvées en temps de crise ou en temps de guerre, le devoir, c'est de faire vivre les solidarités dans nos nations. Mais si Merci, la solidarité, ça veut dire créer de l'emprunt qu'on met sur l'épaule de nos enfants sans savoir comment rembourser, je suis pas sûr que ça s'appelle pas de l'irresponsabilité. Regardons pas d'investissement dans l'armée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 2028, pour le moment, il faudra commencer de rembourser la dette. 2028, on ne sait pas où vous serez. Ça n'est que dans 4 ans. C'est vrai, mais il va se passer des choses, je pense. Je regarde les temps de parole, 26 minutes 57 François-Xavier Bellamy, 27 minutes 20 pour Raphaël Glucksmann. Comme c'est François-Xavier Bellamy qui avait gagné le tirage au sort et qui avait commencé, c'est vous, Raphaël Glucksmann, qui conclurez. François-Xavier Bellamy, vous avez donc 1 minute pour conclure ce débat avec la tête de liste socialiste Place Publique, Raphaël Glucksmann. De cette conversation, je crois que la démocratie, je le disais en commençant, ce sont des clivages, ce sont des oppositions, et heureusement d'ailleurs d'une certaine manière. Et je pense que dans un temps où on a beaucoup de difficultés à vivre l'expérience du désaccord autrement que comme une succession d'agressions, de caricatures et de superficialité, je pense que c'est une chose nécessaire que de refaire vivre les clivages les plus indispensables. Au Parlement européen, le vrai débat, effectivement, se trouve entre nos groupes politiques. Et au Parlement européen, on sait, parce que tous les jours on vote, parce que tous les jours on bataille, parce que la politique c'est ça, c'est combattre pour ses idées, on sait que le « en même temps », ça n'existe pas. Il faut choisir un cap, et un cap clair. Et assumer ce cap devant les Français, c'est leur permettre de choisir de façon libre demain dans l'élection qui vient. Nous tenons tous les deux à la démocratie. Nous savons qu'elle est un exercice exigeant, que ça n'est pas gratuit, la vie démocratique. Et moi, je voudrais dire aux Français que ce qui compte pour nous, ce doit être dans cette élection qu'ils puissent faire un vrai choix. Un choix clair, un choix en conscience qui engage notre continent en vue de leur décision. Parce que ce qui nous attend demain, c'est le travail indispensable dans la crise que nous traversons pour retrouver les moyens de maîtriser notre destin. Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann. Vous avez donc 1 minute pour cette conclusion. Moi, je pense qu'on a tous vu, là, dans ce débat, à quel point il était important que la gauche européenne, que les sociodémocrates dominent le prochain Parlement et soient la première force. Parce que nos clivages sont extrêmement importants. Parce qu'il en va de la possibilité de continuer la transformation écologique, d'asseoir une Europe fondée sur les solidarités. Et que si la droite européenne l'emporte, eh bien tout cela ne sera pas possible. Et moi, je veux que la Commission européenne s'inscrive dans la filiation de gens comme Jacques Delors, par exemple, et cesse d'être dominé par des José Manuel Barroso. Voilà, c'est ça qui se joue à cette élection. Et il y a un sujet, moi je multiplie les débats, et il y a un sujet à chaque fois je demande qu'il soit abordé, et il n'est jamais abordé. Et je pense que ça aurait été l'objet à nouveau d'un clivage entre nous. C'est la question du féminisme, c'est la question du droit des femmes, c'est la question de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, contre laquelle vous avez voté, Monsieur Bellamy, au Parlement européen. Et donc, je veux porter ce projet d'une Europe féministe qui lutte efficacement contre les violences faites aux femmes, qui porte la clause de l'européenne la plus favorisée et qui permette à chaque Européenne de jouir des droits les plus favorables en Europe. Merci beaucoup. Voilà, une quinzaine de secondes de différence. Merci beaucoup d'avoir accepté ce débat.